Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, on va parler d'argent et d'intelligence artificielle. Alors pourquoi ces sujets et pourquoi est-ce qu'ils sont souvent liés? C'est qu'on entend beaucoup parler de gros succès de boîtes comme OpenAI qui lèvent des milliards avec des fondateurs qui deviennent richissimes au fur et à mesure du développement de ces boîtes-là. L'idée, c'est de parler de manière très ouverte sur toutes les manières donc de parler de toutes les manières de se faire de l'argent avec l'intelligence artificielle, avoir quelques retours d'expérience et pourquoi maintenant c'est parce que forcément on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle parce que au global c'est des technologies qui sont de plus en plus prêtes, utilisables, de plus en plus simples à utiliser. Donc on commence à avoir des systèmes qui sont simplement basés sur des API qu'on peut intégrer où on ne se lance pas dans des projets de recherche de plusieurs années et puis qui sont de plus en plus utiles dans les fins qu'elles arrivent à servir. Donc je pense que ça en fait un bon momentum pour faire cet épisode. Je vais aujourd'hui parler, je pense, en premier des compétences et de l'évolution des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir se lancer en intelligence artificielle. Ensuite, enchaîner avec les différentes méthodes que moi j'ai pu tester pour essayer de générer de l'argent avec l'intelligence artificielle. Et puis donner un retour d'expérience au fur et à mesure. Donc, sur le premier gros pilier, sur les compétences, ce qu'on observe, c'est globalement qu'il y a la barrière à l'entrée pour pouvoir faire quelque chose avec de l'intelligence artificielle est vraiment en train de fondre. Globalement, c'est vrai que dans les années 2000, on allait retrouver sur la plupart des entrepreneurs qui faisaient du machine learning ou de l'apprentissage statistique. C'était en gros des thésards qui avaient fait une thèse en stats ou en machine learning et qui montaient des boîtes qui servaient je dirais des secteurs un peu plus niches. Dans les années 2010, on a commencé à voir l'émergence des premiers masters en data science ou en machine learning ou en intelligence artificielle ou autre. Donc là, on rentre déjà un peu plus tôt dans cette spécialisation. Et puis, on peut venir vraiment segmenter. Vers la fin des années 2010, on commence vraiment à avoir un peu partout des formations qui sont proposées. Dans des écoles de commerce, dans des écoles d'ingé, un peu, je dirais, de tous les types. On peut se spécialiser en robotique, on peut se spécialiser en traitement de langage naturel. Donc on voit vraiment ces ramifications qui commencent à se créer et globalement dès le master. Et je trouve qu'on est sur un nouveau segment maintenant où on retrouve le fait que ça devient une compétence qui est quasiment nécessaire au sein de plein d'autres circuits de formation. Et ça, c'est cette phase pour moi 2020 et après, où globalement, on le voit localement à l'EPFL à Lausanne, la plupart le cours où il y a le plus de gens, globalement en option, ça va être les cours de machine learning et d'intelligence artificielle. Mais c'est pas pour autant que les gens vont faire forcément un cursus là-dedans. Donc ça devient un outil qu'on rajoute au sein d'un cursus universitaire. Et je trouve que c'est un mouvement qui est assez intéressant parce que concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être capable, pas forcément de faire on a vraiment ces spécialisations d'un côté entre les gens qui vont se dédier à faire plus tard de la recherche en intelligence artificielle. Là, clairement, les exigences restent les mêmes ou deviennent même de plus en plus élevées. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des boîtes qui demandent d'avoir des papiers publiés, d'avoir des choses comme ça pour pouvoir rentrer en tant que stagiaire de recherche au sein d'un département d'intelligence artificielle. Donc là, le niveau est vraiment poussé. Et de l'autre côté, la barrière à l'entrée pour commencer à faire quelque chose avec de l'IA, elle est en train de fondre. Quelqu'un qui sait programmer en Python, qui a une idée de comment appeler des API, faire un peu de front-end pour pouvoir afficher ça de manière jolie, et puis quelques compétences cloud pour pouvoir déployer le service. Globalement, c'est assez pour monter un tout premier SaaS qui utilise de l'intelligence artificielle, donc un premier software qui utilise de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'on se base sur beaucoup d'API existantes. Concrètement, ces API, avant, ça devait être des innovations vraiment qui étaient
des cycles hyper longs pour arriver à un système qui était prêt à partir en déploiement. Aujourd'hui, avec du Midjourney, du ChatGPT, et il y en a forcément énormément, concrètement, on est capable de déployer des services qui peuvent parser des PDF et extraire de l'info. Ça peut être quelques jours de travail pour arriver à monter un truc comme ça, là où c'était des thèses des sujets de recherche. Moi, on m'avait proposé un sujet de thèse comme ça, qui était justement extraction d'informations à partir de fichiers PDF pour arriver à structurer de l'information de manière automatisée. Et puis voilà, et aujourd'hui, c'est en grande partie remplacé dans ces outils-là. Donc, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'outils, sur les outils qu'on a à disposition, dans un premier temps, et ça accompagne aussi un peu ces évolutions des sections des années 2000, 2010, 2020, c'est qu'on a eu, fut un temps, beaucoup d'innovations d'infrastructures. Donc là, c'était vraiment l'émergence du cloud. Il fallait mettre tout ça en place. C'était des boîtes qui allaient mettre des Datadog ou des choses comme ça, vraiment ou des Snowflake. C'est vraiment sur la mise à disposition de la donnée. Après ça, on a eu des innovations qui se pluguaient sur ces données qui étaient disponibles, d'exploration automatique, de ceci, de cela. Là, on a commencé à avoir pas mal d'outils de business intelligence qui commençaient à monter. Et là, maintenant, on arrive vraiment sur des innovations algorithmiques où c'est au labo qui va pousser le plus d'algo et qui va pouvoir ingérer le plus de données. Mais disons que les barrières fondamentales de est-ce qu'on a des données et est-ce qu'on est capable de les explorer, celles-là, elles sont tombées en grande partie. Et maintenant, on peut se concentrer sur la partie qui va hyper vite. C'est les cycles. C'est pour ça que on voit des cycles de déploiement, des nouvelles versions de ces algos hyper rapides. Avec des API qui deviennent performantes sur plein de sujets. Donc on peut avoir des API qui sont performantes en traitement du texte. Alors là, forcément, on peut citer ChatGPT en traitement de la parole. Moi, pour le coup, j'avais commencé une thèse en intelligence artificielle, mais spécialisée dans le traitement de la parole, et c'est un truc qui a évolué à une vitesse folle, et globalement il y a eu quelques innovations algorithmiques fondamentales, et aujourd'hui globalement quand j'approche un projet et que j'ai de la reconnaissance vocale, je sais que j'ai ma carte de crédit à plugger à une API, mais que globalement on arrive à avoir une qualité de texte qui est folle en restitution dans la compréhension de la parole. Puis après en vision par ordinateur, tout ce qui est reconnaissance d'objets, segmentation, arriver aussi à faire du génératif. Tout ça, on commence à avoir des API qui sont qui sont prêtes globalement. Donc on a, je pense qu'on rentre dans des phases vraiment où tous ces trucs-là sont à dispo et attendent pour beaucoup des innovations d'application, de où est-ce qu'on va emmener ça concrètement sur le terrain. Et je pense que la résultante, c'est aussi que le temps moyen passé sur des projets d'intelligence artificielle, il est de plus en plus court. Donc du coup, c'est des projets qui sont de moins en moins chers à développer, où il y a de moins en moins d'équipes à staffer. Et le truc de lancer des gros projets corporate avec 50 ou 60 consultants qui vont commencer sur un projet pour essayer de un peu mapper ce qui est possible dans ce secteur ou autre. Je dis pas que c'est un temps qui est révolu, mais qu'en tout cas, on peut dérisquer des projets bien plus tôt et de manière bien plus simple, ce qui est hyper cool pour ce secteur-là de l'intelligence artificielle. Donc maintenant, quand on en vient au gros point globalement de cet épisode, comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent avec de l'intelligence artificielle ? Alors moi, j'ai expérimenté différents trucs avec différents niveaux de succès, concrètement. Je dirais le tout premier truc, ça c'est peut-être le plus évident si vous avez fait une formation en intelligence artificielle, que c'est un métier que vous vous destinez à exercer. Globalement, être employé dans une boîte en tant que data analyst, data scientist, machine learning engineer, data engineer ou autre, c'est le truc le plus évident. Moi, quand j'avais fait mes études à Paris pendant 2 ans, et en sortie, en data scientist, on m'avait proposé entre 36 000 et 51 000 euros en brut. Donc c'est des salaires qui sont compétitifs je dirais relativement compétitifs sur le marché parisien, mais où ça explose pas de fou non plus. À 36 000, c'est un peu plus dur. C'était ça clairement j'avais refusé parce que ça me paraissait relativement
relativement bas pour ce secteur-là. Et puis ça, voilà, bien sûr, il y a à chaque fois des benchmarks de salaires qui sont appliqués selon c'est très parisien, mais selon les écoles, selon le temps qui a été passé depuis que la personne a eu son diplôme ou des choses comme ça. Mais voilà, donc ça, en data analyst, tranche de salaire un peu plus basse en sortie d'école, et puis après, plus on va se spécialiser sur du data engineering, machine learning engineering ou autre, et là, ça peut commencer à monter un peu plus. Et puis là, maintenant, j'ai le retour d'expérience de la Suisse, où je vois concrètement que ça va commencer en start-up à partir de 75 000 francs par an, et puis qu'on va aller sur des postes d'entrée dans des grosses boîtes en tant que data scientist, chercher du 115 120 000 avec forcément quelques outliers genre Google qui s'alignent beaucoup plus haut sur ces salaires-là. Mais c'est, je dirais, une manière forcément, si vous avez une formation initiale là-dedans, très actionnable pour commencer à se faire de l'argent et puis gagner sa vie avec l'intelligence artificielle. Je pense que moi, j'avais bossé du coup en tant que stagiaire dans 2 startups et puis après ça dans une un peu plus grosse boîte. Et ce que j'avais remarqué, c'était vraiment dans le scope des responsabilités qui sont passées. C'est là où on voit vraiment la capacité à arriver concrètement à apprendre des trucs dans le long terme ou pas. Et ça, c'est vraiment le truc, je pense, quand on est dans la vingtaine, où je mettrai la priorité à fond. C'est vraiment sur l'apprentissage. Donc moi, c'est un shift que j'avais fait très rapidement. C'était de me dire de quelle manière est-ce que je vais être capable de maximiser ce que je vais apprendre et de pas juste rester dans ce que je sais faire actuellement, parce que c'est encore des métiers qui s'apprennent beaucoup par le terrain et par la pratique. Mais voilà, bon, ça, je reviendrai sûrement dessus dans un autre épisode et puis j'essaierai d'inviter des data analysts et des data scientists pour parler un peu de ces trucs-là. Maintenant, si soit on est déjà data scientist ou déjà dans le milieu de l'intelligence artificielle, soit on n'a pas la possibilité de shifter complètement de carrière tout de suite. J'ai exploré pas mal de trucs sur ces dernières années. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes, c'est juste mon retour perso et j'ai aucune vocation à généraliser ça à tout le monde, mais ça vous donne une première idée, un premier point d'ancrage sur ce qui est possible potentiellement. Le tout premier truc, moi, avec lequel j'avais commencé, c'était qu'au début, de manière non lucrative, je m'étais juste fait un petit blog perso où j'avais commencé à publier des articles de data science. Donc là, je parlais d'intelligence artificielle, de certains trucs d'algo, je faisais des projets, des applications, des trucs comme ça. Et assez rapidement, je m'étais fait contacter par une boîte pour commencer à écrire sur leur blog. Et donc ça a été mes premières rentrées d'argent, je dirais, quand j'étais étudiant. Où vraiment j'étais payé pour rédiger des articles sur des blogs d'entreprises sur des sujets d'intelligence artificielle. Eux, c'était généralement du SaaS B2B où ils voulaient avoir des bonnes performances sur Google en SEO, et puis ils étaient prêts à payer. Moi à l'époque, donc ça remonte à 2017 à peu près, ils étaient prêts à payer entre 50 et 250 € l'article en fonction de la longueur. Et ça avait relativement bien marché. J'en faisais un par semaine à peu près. Donc ça marchait bien. J'avais trouvé 2 entreprises qui étaient clientes de ces trucs-là. Des scale-up globalement. Donc des startups qui marchaient bien, qui montaient bien, mais qui n'avaient pas... qui cherchaient juste à outsourcer la création de contenu. Et puis voilà. Donc c'était intéressant parce que je faisais beaucoup de projets. Alors ils me donnaient accès à certains des outils qui développaient eux pour que je puisse parler aussi de la plateforme, de ceci, de cela. Et voilà, ramener à l'heure, c'était pas forcément le truc le plus rentable parce que même un article où on est payé 50 €, qui est en théorie un article relativement court, on pouvait déjà passer 2 à 3 heures à le rédiger, à l'optimiser, à faire les screenshots, les trucs comme ça. Mais voilà, quand on a du temps à dispo et qu'on cherche à le monétiser, je pense que c'est un bon truc. Et dans cette lignée-là, j'avais commencé aussi à faire des articles de blog sur Medium, sur notamment une publication qu'il y avait sur Medium qui s'appelait Towards Data Science. Et ce truc-là, TDS, ça marchait bien. J'ai plus trop suivi depuis, donc je ne sais pas si c'est encore la publication sur Medium qui marche le mieux. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Medium, ça va être simplement
un espèce de gros blog agrégé où on peut choisir les publications dans lesquelles on veut relayer nos articles. Après ça, elles peuvent être revues par des administrateurs et puis publiées sur ces trucs-là. Ou sinon, on peut directement publier en son propre nom sans le lier à une publication spécifique. Mais voilà, mais donc Towards Data Science, TDS, c'était un truc de référence en IA. Et puis globalement, là, sur Medium, ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement, Medium va rémunérer les articles à partir du moment où on les met derrière un paywall, donc derrière simplement les abonnements qu'ils proposent. Donc là, ça veut dire qu'un visiteur va pas pouvoir voir forcément, un visiteur lambda va pas pouvoir voir l'article, mais seulement les gens qui sont abonnés à Medium. Et la manière dont ils rétribuent ça, c'est qu'ils se disent, bon, ils gardent forcément une marge, mais si quelqu'un paye 10 euros par mois, a lu 2 articles, et ben on va répartir la somme après la marge de Medium, on va répartir la somme entre le nombre de créateurs, le nombre d'articles qui ont été lus. Donc ça peut faire des revenus qui sont assez intéressants. Moi, sur les mois où ça a le mieux marché, alors bien sûr après question de temps, j'ai arrêté un moment de faire ça, mais sur les mois où ça a le mieux marché, je faisais donc du coup des articles où je parlais de certains algos, je faisais beaucoup de recherches, d'illustrations, de trucs comme ça pour essayer de voir comment ça allait, essayer d'expliquer des algos pour d'autres personnes qui faisaient de l'intelligence artificielle ou autre. Je faisais des illustrations à la main, j'allais assez loin sur ces articles-là. Et j'en avais publié au total une dizaine. Et sur les mois où ça m'a le plus rapporté, j'étais de mémoire aux alentours des $350. Et ce qui est cool, c'est que pour certains, il y en a un qui avait atteint 150 000 lecteurs. Et du coup, ça, c'est des trucs où, en gros, il y a du récurrent qui se crée. Alors, je crois que je reçois toujours un mail chaque mois pour un paiement entre 15 et 20 euros avec les vues simplement résiduelles de ces trucs-là. Mais voilà, des articles que j'ai écrits il y a 2 ans ont rapporté, je pense pour les articles qui ont le plus rapporté, presque 1000 ou 1200 euros. Donc voilà, c'était plus un truc de momentum, je sais pas, voilà, ça je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ça se tente. Et puis en vrai, c'était une bonne porte d'entrée avec une barrière à l'entrée assez faible. Il y a plein de contenus, il y a plein de bouquins, de choses comme ça, où en fait on peut agréger des contenus, on peut les réexpliquer avec nos propres mots, on peut faire des illustrations à la main parce qu'on trouve qu'on arrive à mieux comprendre de telle ou telle manière. Et je pense que ça, c'est assez accessible. Et puis voilà, je vous ai donné des fourchettes de moi ce que j'avais réussi à faire avec ces trucs-là. Et puis en fait, ça a débouché sur un truc. À l'époque, du coup, il y a une personne qui était tombée sur mes articles et qui m'avait appelé en disant « Ouais, je monte une formation en intelligence artificielle, je cherche des formateurs et j'aimerais que tu crées des contenus de formation, des projets, des exercices pour des élèves, des choses comme ça sur des bootcamps privés. Et puis que tu viennes donner des journées de formation là-dessus. » Et là, c'était des trucs qui étaient globalement imposés. On pouvait, donc il y avait une certaine liberté sur les sujets, mais globalement, le bootcamp voulait couvrir certains axes. Pareil, ça, gros momentum parce que c'était le début des bootcamps en data science, puis après ça a un peu saturé et il y en a certains qui se sont fait racheter, d'autres qui ont fermé. Maintenant, c'est un peu plus structuré comme marché, les contenus sont existants et autres, mais je pense que c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'à Paris, par exemple, c'est saturé comme truc que c'est pas des trucs encore à développer à d'autres endroits. Et ces sujets-là, globalement, préparation de cours, je devais être aux alentours des 500 euros pour un cours qui était préparé. Donc ça, c'était vraiment une journée de contenu et d'exercice et autres. Donc ça prenait vraiment, moi ça me prenait facile 2 à 3 jours à créer ça en amont. Et puis après ça, il y avait la journée d'enseignement où là, pareil, c'était aussi un TJM de 500 euros. Mais ce qui me permettait sur un cours qui était créé de A à Z d'aller chercher quasiment 1000 euros sur 4 jours de travail à peu près. Et puis surtout qu'une fois qu'on a créé le cours, ce qui est cool, c'est qu'on peut aller le donner à différents moments. Donc là, on peut reprendre 500 en TJM pour aller représenter ces trucs-là. Et ça, c'est une expérience que j'avais trouvée hyper intéressante parce que ça me forçait à aussi expliquer les trucs
que j'avais appris, mais de manière claire. C'était un truc vraiment facile à faire à côté, où je préparais les cours le week-end, j'allais poser une journée au boulot pour aller donner une formation en plus. J'étais en stage à Paris à 800 balles par mois, et puis j'allais faire 2 journées par mois. Globalement, je prenais pas de vacances, et j'allais faire 2 journées par mois que je posais pour aller donner ces formations-là. Et donc, ça me doublait plus que mon salaire de stage. Et puis, en vrai, ça me permettait d'être un peu plus confortable là-dessus, de pouvoir faire un peu plus de trucs à Paris. Donc ça, c'était assez cool comme statut. J'ai maintenu ça pendant un petit moment. Et puis, à un moment, toujours sur cet aspect formation, j'ai eu l'opportunité de commencer à faire un truc de formation, du coup, plus auprès d'organismes qui formaient des gens, donc des privés, mais des formations B2B. Et bon, là, j'ai découvert un peu un autre monde, des boîtes où il y a peu ou pas d'employés, que des freelances qui viennent et qui donnent des formations. Et en fait, les fondateurs et fondatrices de ces boîtes-là, c'est simplement leur but, c'est de trouver des grands comptes qui veulent former des gens en intelligence artificielle. Et ça, en vrai, c'est un gros créneau parce que ça rentre sur tout ce qui est les comptes professionnels de formation en France et ce genre de trucs-là. Donc les boîtes ont des gros budgets pour faire ces trucs-là. Moi, c'est là où j'avais réussi à prendre un TJM à 1200 euros pour aller former sur 3 jours des personnes qui étaient du coup soit business analyst ou autres sur des sujets data science parce que ça allait délivrer un peu plus de valeur dans une banque en région parisienne. Et puis en vrai, pour moi, c'était une super expérience parce que déjà sur 3 jours, on chope 3600 balles. Et puis que de manière générale, c'était un gros levier pour professionnaliser l'apprentissage, la capacité de transmission. Et je pense que ça, c'est un truc qui est vraiment resté après. C'était l'envie de continuer un peu à former, à partager un peu de contenu. Et donc, en fait, j'ai maintenu un blog technique pendant presque 4 ans au global. J'ai, je pense, passé 250 articles en tout. Le blog a fait un peu plus de 500 000 vues 500 000 visiteurs depuis le début. Et ça, ouais, je mets vraiment tout ça sur un volet de partage d'informations qui, en commençant par tiens, je fais un blog et je fais 2 articles et puis on me contacte et ceci et cela, a fini par des TJM hyper intéressants et des opportunités en fait de vivre de ces trucs-là, même si c'était pas du tout le désir que j'en avais à l'époque, parce que je trouvais aussi un peu plus limité. Enfin, je voyais bien ça comme des missions à côté qui, en vrai, tombaient pile au bon moment. Je préparais un voyage, j'avais besoin de cash, voilà. Mais j'avais plus de mal à me projeter dans le truc de long terme, de me dire mon apprentissage s'arrête un peu là, et puis à partir de maintenant, je rentre dans le partage. C'est beaucoup trop tôt en tant que tel pour moi dans ce cycle-là. Mais voilà, sur ces 2 premiers volets d'écriture et de formation. De fil en aiguille, une fois que c'est vrai qu'on commence à former, on commence à avoir aussi des contacts pour commencer à faire des missions. Et ça, que ce soit sur les articles de blog ou sur les moments où je proposais ces formations-là, j'ai commencé à avoir des contacts qui voulaient aussi des petites missions en freelance. Ça allait du coup du truc de la plus petite mission de est-ce qu'on peut juste implémenter tel truc, et en fait je savais que c'était une journée de travail et je vendais une journée de travail simplement en parallèle de mon job. Pareil, je le faisais le week-end, j'envoyais le délivrable le lundi et tout le monde était content. Et donc là ça pouvait être des PME, ça pouvait être des boîtes un peu plus grosses, mais c'était vraiment juste un petit projet, c'était des POC, un petit front-end qu'on développait, rien de bien complexe. Et au fur et à mesure, ces missions ont commencé à devenir un peu plus grosses. Donc, il y avait une mission où j'ai bossé du coup conjointement avec un pote. Et là, c'était une mission, je pense, aux alentours des 15 000 euros. Et puis ça a été, je pense, assez intéressant comme truc parce j'ai dû, en tout cas à mon échelle, professionnaliser aussi le délivrable, des trucs comme ça. Moi, j'étais à ce moment-là pour replacer. J'avais fini les études depuis 8 mois globalement, donc niveau street cred de dev pas énorme. J'avais pas un background d'ingénieur non plus, donc j'avais commencé à apprendre à programmer concrètement en rentrant en master en IA.
Mais clairement, ça suffisait à l'époque sur le délivrable et c'était hyper cool. Donc voilà, donc je pense que sur ces petites missions, ça a été intéressant. Et en fait, ces petites missions, elles ont délivré, pareil, là je vous raconte vraiment un process qui au global a pris quasi 2 ans. Mais la toute dernière mission qu'on a prise, donc au milieu, il y avait une mission que j'avais dû décliner parce que j'avais commencé ma thèse, mais qu'on m'avait proposé sur un truc de chatbot aux alentours des 20 000 euros pour la presta, sur des TJM qui sont entre 600 et 650 euros. Donc globalement assez très cool hein, pour arriver à explorer des trucs et puis voir dans quelle direction on veut partir et en se faisant de l'argent avec ça. Et à un moment, on a été... j'avais été appelé sur un truc, une mission un peu plus stratégique. Et là, c'était une boîte qui, au début, voulait pas forcément... Enfin, une boîte qui était en restructuration et qui cherchait à voir est-ce qu'elle pouvait intégrer l'intelligence artificielle dans sa roadmap. J'avais proposé, j'avais vendu ça 2000 balles, je pense, un PDF où j'expliquais les méthodes d'intelligence artificielle et des idées de comment ça pouvait s'intégrer dans la ligne de l'entreprise. Et c'est un truc qui avait bien résonné avec le management de la boîte. Et puis au fur et à mesure, il y a eu un besoin de mission qui a commencé à arriver avec eux en disant très cool, en fait on va garder ça et ça et on aimerait bien que vous le fassiez. Sauf que moi à ce moment-là je suis en thèse en intelligence artificielle, j'avais pas fait d'interruption entre la fin de mon master et le début de ma thèse, juste 6 mois. Et donc du coup c'était toujours des trucs à côté. Et là, on voit arriver, je vois arriver la mission. Et en fait, la mission, c'était un vrai taf. Hein. C'était un taf de, je pense qu'il y avait bien 3 à 4 mois de travail temps plein. Et là, c'était une mission qui arrivait à 85 000 euros. Et on s'est dit, moi à ce moment-là, je me suis dit impossible. Opportunité incroyable, mais c'est un vrai taf quoi. Donc je peux pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'étais en train de monter Biped à ce moment-là, et en fait j'ai pris cette opportunité en me disant avec mon cofondateur, on n'a pas levé de fonds pour l'instant, mais peut-être que si on fait la mission, ça nous dégage du cash. Donc si lui fait la mission, ça nous dégage du cash pour tenir pour l'année après ça. Et puis mon cofondateur du coup aurait été payé, moi j'aurais été en parallèle de ma thèse. Et voilà. Puis en vrai ça a apporté la réponse aux 6 premiers mois aux 8-9 premiers mois de vie de la boîte. Ça nous permettait d'acheter un peu d'hardware et tout pour Biped. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Donc à un moment, on a eu besoin même d'aide externe parce que c'était un peu trop gros, il fallait délivrer vite. Donc, on a ramené un mec en freelance en plus sur la mission. Et puis, nous, on margeait du coup un peu par-dessus son TJM. Et voilà, et globalement, ça nous a apporté nos premiers financements pour Biped. Au final, on a tenu 10 mois quasiment là-dessus avec 1 ou 2 bourses. Mais je pense que c'était un peu du coup le plus gros que j'ai fait en termes de mission, mais c'était très cool aussi parce que une autre échelle. Et là, c'était vraiment plusieurs délivrables, des grosses intégrations. La plupart des projets n'ont jamais été intégrés derrière, mais ça, c'était indépendant de notre volonté par la suite. Mais en tout cas, on a vu comment est-ce qu'on pouvait amener ça sur un plan stratégique initial et puis finir avec des intégrations dans des gros softwares monolithiques sur des boîtes qui sont en place depuis pas mal de temps. À un moment, c'est clair que j'ai commencé à voir que tout ça c'était hyper chronophage parce que pour replacer à cette époque-là, du coup, je faisais ma thèse, je montais ma boîte et en parallèle, je montais, j'avais cette sous-traitance de mission à 85 000 euros. Et globalement, vous pensez bien que les semaines sont absolument merdiques dans ces cas-là. C'est impossible de libérer un peu de temps pour faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que je pouvais... Parce que j'aime vraiment bien cet esprit de side project ou de trucs comme ça. Et puis, je pense que ça aide à rester
ça aide à rester à peu près bon sur un secteur, de jamais se reposer sur un truc et puis toujours se dire ok, en fait en remontant un petit truc je peux encore apprendre des trucs, et bien sûr il y a une startup principale et c'est là que 95% de mon temps part, mais ça peut être cool de toujours apprendre des trucs à côté, et du coup j'ai eu un petit intérêt naissant pour des SaaS ou des micro SaaS, donc vraiment c'est l'idée des tout petits softwares qui sont rapides à développer, qui peuvent générer un peu de revenus récurrents, et avec cette idée de détacher le temps que je passe sur quelque chose de l'argent qui est généré. Bon, le SaaS, du coup, la plupart du temps, on va passer beaucoup de temps et puis on va faire très peu de ventes et puis, et puis le projet meurt. Mais concrètement, si ça marche bien, c'est l'opportunité de dire j'ai pas à passer une journée sur le truc pour gagner l'équivalent de temps, et puis en fait on peut commencer à avoir un peu de revenus récurrents et faire une vente pendant la nuit et ceci et cela, et ça en vrai c'est quand même hyper cool. Donc je pense qu'en micro SaaS il y a clairement un monde qui s'est ouvert depuis quelques années, c'est-à-dire que la plupart des innovations qu'on va retrouver maintenant, c'est des innovations d'application. Donc en gros, on prend une techno qui a été développée pour quelque chose, on l'amène à un autre endroit où on le spécialise sur une verticale. C'est d'autant plus vrai en intelligence artificielle. On voit des trucs genre comme photoai.com, où ça, c'est des applications de certains algos de vision pour en gros prendre une photo random d'une personne et en faire un portrait assez cool, professionnel, que la personne peut mettre sur LinkedIn, et ça crache beaucoup de cash. Donc, et ça, c'est vraiment juste, on prend une API, on l'intègre sur une verticale différente, et c'est du génie d'arriver à bien l'exécuter, bien le scaler, et puis à être le premier à faire ce move, mais globalement c'est un monde qui est encore ultra ouvert, parce qu'il n'y a pas de standard de marché, surtout il y a peu de verticales qui sont desservies, donc des fois on a l'impression qu'il y a des SaaS qui existent pour plein de trucs, mais dans les faits, il n'y a rien qui va exister pour telle verticale concrète autour de nous, je sais pas, dans le BTP, dans ceci, dans cela, donc dans des métiers qui sont un peu plus éloignés de la tech. Puis il y a aussi peu de langues qui sont couvertes, donc des fois c'est parce que le truc va exister en anglais, mais en fait il n'y a jamais de version française qui a été créée là-dessus, et puis la France est un marché domestique, surtout sur un petit SaaS, enfin des petits projets SaaS comme ça, où c'est amplement suffisant pour arriver à tout péter avec un petit soft qu'on développe en parallèle d'un boulot. Donc je pense que là maintenant on arrive sur des cycles de développement sur ces trucs-là, où c'est possible en un mois, globalement max, en side project, d'arriver à avoir un petit front qui est déployé, un dashboard avec des paiements, des trucs comme ça, un accès à des algos ou une proposition de valeur qui est définie en tout cas via des API par exemple. Et puis voilà, puis un joli site web. Ça prend pas beaucoup plus de temps que ça, avec tous les outils no-code, low-code qui existent. Ça permet tout devient en récurrent de toute façon, donc tous ces trucs-là génèrent un peu de récurrent. Je pense que dans l'état d'esprit, il y a pas mal de gens qui sont prêts aussi à tenter des trucs comme ça en side project. Et en vrai, que moi, quand je vois des employés de start-up qui montent un petit side project, je me dis c'est génial, parce qu'en fait ils apprennent plein de trucs. Dans le pire des cas, à la limite, pour la start-up qui les embauche, le petit side project explose, et puis l'employé part monter ça full time, et ça tant mieux. Et puis c'est aussi quelque chose qui coûte beaucoup moins cher à lancer. Enfin, franchement, je pense qu'on peut, si on prend un site Webflow à 29€, si on prend un petit une instance Google par exemple à 30 balles par mois, et puis pour stocker, enfin, ou pour les bases de données ou les trucs comme ça, et puis pas beaucoup plus, voilà, un peu de hosting pour le front, et puis c'est à peu près tout. Et globalement ça permet, je sais pas, en lycée sur moins de 1000 balles sur l'année, de faire tourner un truc qui génère un peu de récurrent et qui est rentable, et puis voilà. Et ça, je pense que c'est toutes les communautés un peu solopreneurs ou indie hackers sur Twitter par exemple. Et pour en citer quelques-uns, c'était genre photoai.com, testimonials.to, Blackmagic, et fondateurs de ces boîtes-là qui partagent un peu toute leur expertise et tout le chemin qu'ils parcourent là-dessus.
Et je trouve ça hyper cool. Ça génère pour certains projets zéro. Enfin, pour la majorité des projets, hein, vous imaginez que c'est des distributions où il y a il y a un gros pic plus on se rapproche de zéro. Et puis il y a quelques projets qui vont commencer à générer pas mal d'argent, et puis, mais qui permet aux gens qui lancent ça, surtout s'ils arrivent à construire une audience et à créer des outils pour targeter pour leur audience sur Twitter ou autre, de générer des fois 500, 1000, 2000, 3000 balles par mois. Et puis pour ceux qui marchent le mieux, je crois que photoai.com, les mecs étaient à 80 000 balles par mois, donc il tape 1 million de revenus récurrents annuels. Il me semble qu'il est tout seul ou qu'il a une autre personne qui l'aide sur le truc. Et puis voilà. Et ça, il y a une place à prendre sur faire la même chose en français. Enfin voilà, c'est plein de trucs qui sont ultra ouverts là-dessus. Donc, bon, ça c'est petit focus du moment, parce que c'est un truc que j'aime bien, et c'est des barrières à l'entrée hyper faibles, et ça permet de shooter un peu plein d'idées et de voir très rapidement ce qui marche ou ce qui marche pas. Surtout que une fois qu'on s'est créé un peu un petit stack de software où on se sent à l'aise avec un peu de front, un peu de back, des appels à des API, un peu de programmation Python et un petit truc cloud. Globalement, on a tout ce qu'il faut pour déployer des services comme ça à l'échelle et répliquer ça. Et je pense que ça apporte pas mal de vélocité. Et on voit arriver un peu ces entrepreneurs de l'intelligence artificielle qui ont pas forcément de maîtrise, même des algos qu'ils utilisent, mais une maîtrise dans la distribution sur une verticale particulière. Et c'est vraiment la bonne balance entre être un dev et avoir des capacités business. Et ça, je trouve ça très cool. Et puis forcément je pense que le gros truc dont on entend beaucoup parler, c'est vraiment plus de monter des gros SaaS ou des startups pour essayer à terme de revendre ces boîtes-là. Parce que tous les micro SaaS ont commencé à avoir quelques plateformes pour revendre ces boîtes-là, donc ça permet de générer du récurrent. Mais une fois qu'on génère du récurrent, on peut aller lister ça sur des plateformes, Acquire.com par exemple, pour essayer d'aller tirer 3, 4, 5, 6 fois le revenu annuel récurrent, selon, forcément à chaque fois c'est question de valorisation de société, mais il y a plein de gens qui arrivent du coup à vendre des boîtes entre... on voit des micro-acquisitions à partir de 10, 20 000 balles, et puis des boîtes qui arrivent à se revendre quelques centaines de milliers d'euros. Donc là, on n'est clairement pas sur des montants qui pourraient potentiellement intéresser des VC ou même des business angels, parce que c'est vrai que si on met 20 000 ou 30 000 balles sur une boîte pour en détenir quelques pourcents, et que la boîte se revend 150 000 euros après, autant dire qu'on a généralement en bonne partie, selon la valorisation de départ, mais en bonne partie perdu de l'argent. Mais je pense que sur l'aspect startup et SaaS, les valos commencent un peu plus haut. La plupart des boîtes vont lever à quand même quelques millions de valorisation quasiment dès le départ, ce qui oblige à faire une belle sortie derrière. Mais il y a beaucoup d'argent qui est redirigé en ce moment vers des boîtes qui créent vraiment de l'intelligence artificielle et une vraie innovation algorithmique. Donc on entend parler des grosses boîtes qui développent ces algos. On entend aussi parler de certaines boîtes comme Humane qui, eux, développent un hardware qui du coup en natif va être, donc c'est un espèce de téléphone qui va être propulsé par intelligence artificielle, et où en gros ils enlèvent la notion d'écran dessus. Tous ces trucs là, je pense que il y a forcément, Humane, ils ont levé 250 millions, enfin il y a beaucoup d'argent qui est là-dessus. Il y a aussi de l'argent que des startups peuvent aller chercher assez rapidement. Souvent je trouve que moi j'ai une vue un tout petit peu sceptique sur le fait de lever de l'argent à plusieurs millions de valorisation sur le simple fait d'avoir un joli front-end et d'avoir un peu la même chose qu'un micro SaaS, mais juste en le faisant à 5 ou 6 employés, parce que très souvent c'est pas souvent plus rentable, et dans ces cas-là autant bootstrap un micro SaaS et puis essayer de le vendre derrière. Donc je pense qu'il n'y a pas tous les SaaS qui ont vocation à potentiellement lever de l'argent et à justifier plusieurs millions de valorisation. Mais quand il y a une innovation algorithmique, quand il y a une vraie innovation sur l'IA, c'est clair que c'est totalement justifié. Il y a beaucoup de recherches encore qui parlent là-dedans.
Et puis ça prend du temps et tout. Donc là, c'est clair que c'est des manières d'aller chercher des plus grosses exits, donc plus grosses valeurs de sortie. Et c'est le truc qui fait forcément rêver un peu tous les gens qui montent des boîtes de software ou de hardware en IA, c'est d'arriver à chercher une jolie sortie à un moment, que ce soit rentrer en bourse ou que ce soit revendre la boîte à des acheteurs potentiels. Mais il y en a certains qui prennent aussi ces voies de bootstrap tout du long et de monter ça quasi tout seul. Et puis voilà, ça ne va pas forcément à la même vitesse, mais dans certaines conditions, je trouve qu'on peut justifier aussi de lever des fonds en tant que boîte et de se dire qu'on a vraiment une innovation assez fondamentale qu'on veut aller apporter. Et puis créer une opportunité de revente. Alors bien sûr en étant conscient du fait que la plupart des startups vont se planter et que sur un portfolio de VC à stat assez classique, une boîte sur 100 qui va à peu près bien décoller et faire le retour de tout le fonds à elle seule. Et puis voilà, ça c'est clair que c'est des horizons temporels qui sont beaucoup plus longs. Si demain c'est pour monter sa boîte, monter une startup et essayer de faire développer des algos d'IA, des trucs comme ça, et essayer de faire une revente, dans les meilleurs des cas, ça se passe en 4 ans. Dans les cas un peu plus standard, 7, 8, 9 ans, et puis dans les cas, dans la majorité des cas, en fait, ça va surtout jamais arriver. Donc du coup, là, c'est dur en tant que fondateur de tirer de l'argent perso sur ces trucs-là. On contrôle beaucoup le burn et combien dépenser chaque mois, les salaires globaux des équipes, salaires globaux d'ailleurs. Et puis voilà, donc là, je pense que c'est un chemin plus long avec un upside énorme potentiellement, mais beaucoup plus risqué. Et je pense qu'avec tous les trucs que j'ai évoqués, il y a moyen de tenter plein de petits trucs beaucoup plus rapides, voir si ça prend. Et puis voilà. Donc voilà, ça c'était mon retour d'expérience sur les différentes manières d'essayer de faire de l'argent avec de l'intelligence artificielle. J'ai pas parlé de tout ce qui était trading automatisé par IA et tout ça parce que je suis relativement sceptique sur les capacités à battre le marché sur le long terme avec des algos totalement automatisés, mais je serais content d'inviter quelqu'un qui a cette expérience là-dessus pour en parler un jour. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça aura donné quelques idées pour appliquer aussi peut-être à titre perso. Si vous avez des commentaires, des feedbacks, surtout n'hésitez pas à me les envoyer, ça me ferait vraiment plaisir pour continuer à faire progresser ce podcast. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao.